Joji made it. Bonsoir. Bonjour pour tous ceux qui nous écoutent le matin. Bienvenue sur Ali Chaima Podcast. Yeah. C'est le week-end. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important dans notre communauté. Yeah. Ok, j'arrête. Bienvenue sur Ali Chaima Podcast. Je me présente, je suis Ali Chaima, je suis hôte aujourd'hui. C'est le week-end. Si vous m'écoutez, si vous êtes le premier à m'écouter, c'est vendredi. Si vous êtes ceux qui m'écoutent après, il peut être vendredi, il peut être lundi, mercredi, jeudi. Mais je drop un nouvel épisode chaque vendredi soir. Vendredi soir aux États-Unis et vendredi dans la matinée en Afrique et en Europe. Donc je disais bienvenue dans le Ali Chaima Podcast, là où la vérité rencontre le courage et où la connaissance rencontre la destinée. J'espère et je souhaite que vous avez eu une très bonne semaine. Moi, ma semaine a été remplie et bien consommée. Je voudrais d'abord faire des dédicaces à tous ceux qui nous écoutent, spécialement du côté de Burkina Faso, parce que on a beaucoup de listeners, des gens qui nous écoutent du côté du Burkina Faso, de l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal et aussi en Mauritanie. En Mauritanie, il y a certaines personnes qui nous écoutent là-bas. Merci beaucoup. Mais je ne veux pas aussi oublier notre fanbase ici aux États-Unis. Shout out à vous. Notre fanbase du côté de l'Afrique centrale, là, je pense au Gabon, le Congo, Brazzaville, le Cameroun, et aussi du côté de la France. De la France, on nous écoute, et précisément du côté de Lyon, de Paris. Merci pour vos écoutes, merci pour vos partages. C'est ce qui nous permet de continuer à travailler, ce qui nous permet de continuer à persévérer, parce que quelquefois, nous avons aussi besoin d'encouragement pour continuer notre travail, parce que ce n'est pas simple de faire ce podcast avec toutes les activités dans la vie que nous avons. J'oubliais que oui, on aura Effet Chocolat qui va revenir bientôt. Effet Chocolat, c'est une émission présentée par Sanji. Le plus souvent, c'est fait en anglais, mais elle a décidé de aussi parler au côté francophone, donc on aura certains épisodes en français. Donc restez câblés. Un de ces épisodes va drop bientôt, je sais pas quand, peut-être d'ici la fin de ce mois ou le début du mois prochain. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très important dans notre communauté. Un sujet qui est très important dans notre communauté mais qu'on ne parle pas. Et qu'est-ce que c'est? J'espère que vous avez une idée. Si vous n'avez pas une idée, on va parler aujourd'hui
l'argent. Pourquoi on n'a jamais parlé d'argent dans nos familles? Et aujourd'hui, on va briser le cycle de l'illusion parce que on a eu beaucoup d'illusions sur comment l'argent se trouve et où on le trouve. Parce que j'aimerais dire que là où je viens, on ne parlait jamais d'argent. Je viens d'Afrique et on ne parlait jamais d'argent. Même si c'était lui, l'argent qui causait nos nuits blanches, nos disputes et nos frustrations. Parce que si tu es en Afrique, tu as rencontré une situation où il n'y avait pas d'argent. Et la question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu as fait lorsque tu as rencontré cette situation? Quand tu vis en Afrique, qu'est-ce que tu as fait pour régler cette situation-là? Quand tu as remarqué, ouais, j'ai pas d'argent, oui, pourquoi j'arrive pas à avoir de l'argent? Quel a été ton plan? Et aujourd'hui, on va découvrir en fait le mindset qu'on a eu pendant plusieurs années qui doit être brisé. Et comment on va le briser? On doit d'abord attaquer le silence autour de l'argent. Quand j'étais en Afrique, j'ai observé un phénomène étrange. On priait plus qu'on planifiait. Je répète, on priait plus qu'on ne planifiait. On rêvait plus qu'on agissait. On souffrait en silence. Je ne sais pas si tu m'as compris, mais quand moi j'étais en Afrique, on priait plus qu'on planifiait. On rêvait plus qu'on agissait et on souffrait en silence. Personne ne nous a vraiment appris comment gagner de l'argent. Personne ne nous a appris à créer de la valeur et à comprendre comment le monde réel fonctionne. En quelque sorte, on n'a pas eu de mentors qui nous ont éduqués pour nous faire comprendre comment le monde avance en fait. Le monde, il est d'abord économique avant tout. On a besoin d'adultes qui vont être des mentors dans nos vies pour comprendre cet aspect de la vie. Parce que lorsque l'on vit avec les parents, on a une vision biaisée de la vie. Parce que, à part la télévision, les réseaux sociaux, on ne sait pas réellement what's life is about. On ne sait pas réellement c'est quoi la vie en fait. Qu'est-ce qu'on est censé faire. Donc lorsque on ne nous apprend pas comment gagner de l'argent, on ne nous apprend pas comment créer de la valeur, et on ne nous apprend pas comment le monde fonctionne, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, fais confiance à Dieu, il va pourvoir, ton destin est déjà écrit. Je pense que tu as déjà écouté ces phrases-là. Ce n'est pas mauvais. Je répète, ce n'est pas mauvais. Mais lorsque l'on remplace la création de la valeur, comment gagner de l'argent, comment le monde fonctionne, par ces idées-là, elle crée une mauvaise recette dans nos vies. Parce que la réalité qui est là, c'est quoi? On nous a dit ça, faire confiance à Dieu, ce qui est bien. Dieu va pouvoir, ce qui est bien. Ton destin est déjà écrit, ce qui est bien aussi. Mais personne autour de nous ne nous a appris comment faire un budget, comment investir et comment bâtir une entreprise.
Et ça, ce sont des connaissances nécessaires si tu veux prospérer ici, sur Terre. Donc si on nous disait, oui, fais confiance à Dieu, il pourvoira, ton destin est déjà écrit, et en même temps, on nous montrait comment créer un budget, investir et bâtir une entreprise, on serait parmi les plus grandes nations au monde. Mais parce qu'on nous a juste montré une partie de la solution, sans avoir à nous montrer la suite de cette solution-là, on est resté bloqué. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée une foi sans structure. Nous avons créé une foi sans structure. Et une foi sans structure, c'est juste de l'espoir. Et j'aimerais dire ceci, je crois en Dieu. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Je crois en Dieu. Mais la foi sans action, ce n'est pas de la puissance. Vous allez remarquer que dans notre approche de la vie, des problèmes, comment régler les problèmes, on est toujours dans la patience, mais pas dans l'action. Et il nous faut être dans l'action. La foi sans action, ce n'est pas de la puissance, c'est de l'illusion. Et beaucoup d'entre nous vivent dans cette illusion-là. On a utilisé la religion pour fuir la réalité, pas pour la transformer. On a utilisé la religion pour fuir la réalité, pas pour la transformer. Pourquoi je le dis? Je me rappelle quand j'étais dans un quartier populaire de la place. Je crois j'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans. J'avais remarqué un phénomène. Je partais à l'église tout le temps. Et j'avais remarqué que le pasteur, sa vie s'améliorait. Il avait une voiture, l'autre une maison, etc., etc. Mais nous qui venons à l'église, notre vie ne s'améliorait pas. Parce qu'on était toujours dans l'attente que quelque chose va se passer. Et si tu es chrétien, que tu lis la Bible, tu sauras que l'homme mangera la sueur de son front. Manger fait partie de se nourrir. Mais j'irai encore plus loin. L'homme se vêtira, trouvera une maison, se nourrira à la sueur de son front. Si on nous a déjà dit ça, on comprend clairement que il faut qu'on fasse quelque chose pour créer un changement dans nos vies. Donc la religion doit être utilisée pour transformer notre vie, pas pour fuir la réalité. J'ai écouté un pasteur qui disait, si tu as 20 ans, 21 ans et que je te vois tous les jours à l'église, c'est que tu es paresseux. Parce que concrètement, les problèmes, 60 à 70% des problèmes que l'Africain lambda a est un problème économique. Je suis désolé. Il est un problème économique parce que ça a été un problème structurel et historique. Vous vous rappelez qu'on a connu l'esclavage, on a connu la colonisation et on a connu la néocolonisation. Et dans tout ça, tous ces systèmes n'ont jamais pensé à
nous épanouir de manière économique. Donc, par conséquence, nous sommes dans une situation où on est en manque d'argent de manière générationnelle. On a un manque d'argent de manière générationnelle. Et comme dans ces situations-là, les choses se sont présentées de telle manière que les colons ou les missionnaires sont venus, ils nous ont dit que tous nos problèmes seront réglés par la religion. On a adopté ce système-là. Parce que si vous vous rappelez la lettre qu'on a retrouvée de Jean-Paul Léopold II, une lettre qu'il avait écrite un missionnaire belge quand il partait en Afrique. Il disait que ne leur parlez pas de Dieu. Ils connaissent déjà Dieu. Ils connaissent son nom. Il l'appelle Nzambe. Nzambe en lingala, ça veut dire Dieu. Donc, quelque part, le roi belge et ses conseillers ont fait des recherches sur nous. Ils savent qu'on connaisse déjà Dieu. Donc, il dit, ne leur parlez pas de Dieu, mais dis-leur que le royaume des cieux est réservé aux pauvres et à ceux qui souffrent. Comme ça, ils laisseront les richesses qu'ils ont pour s'intéresser à l'aspect religieux. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce que lui il a dit. Donc il a pris la Bible, qui est un livre saint, il a tourné sa fonction pour pouvoir assujettir un peuple. De telle manière que en Angleterre, ils avaient créé une Bible spéciale pour les Noirs. Ça s'appelle The Bible of the Negro. Et dans cette Bible-là, ils ont répertorié tous les versets bibliques qui parlent de soumission, qui parlent de pauvreté, sans contexte. Parce que si vous lisez la Bible sans contexte, ce sera un peu... Vous ne comprendrez pas le sens de l'auteur. Mais eux, ils ont enlevé le contexte, ils ont seulement pris les versets bibliques qui... Ils ont mis ça dans une Bible et ils ont donné ça aux nègres, comme ils les appelaient, aux noirs. Pour que nous ne puissions pas nous intéresser aux finances, pour que nous ne puissions pas nous intéresser à l'aspect économique de nos vies, mais que nous puissions juste se limiter à l'aspect spirituel. Et cette action que Jean-Paul II a fait a eu une incidence générationnelle sur comment nous on pense par rapport à l'argent. J'aimerais que vous compreniez ça. Ce que Jean-Paul II a fait a eu une incidence générationnelle sur comment nous on pense par rapport à l'argent. Donc, qu'est-ce qui se passait à cette période-là? On chantait, on jeûnait, on pleurait, mais on ne construisait rien. On remettait notre avenir dans les mains du ciel, dans les mains de Dieu, alors que Dieu attendait qu'on fasse quelque chose de nos mains. Il y a un pasteur qui a dit, Dieu ne crée pas les chaises, il crée les arbres. Mais c'est au travail de l'homme de transformer l'arbre en chaise. Dieu n'a pas créé l'argent, c'est l'homme qui a créé l'argent.
Pourquoi il a créé de l'argent? Il a créé l'argent comme un outil de transfert, hein, comme un outil de valeur. Parce que grâce à l'argent, on peut mesurer la valeur de quelque chose. 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars, 4 dollars, 5 dollars. L'homme a créé l'argent comme l'américain dirait storage of value. C'est-à-dire que avec l'argent, on peut comptabiliser la valeur ou la capacité que tu as à acheter quelque chose. L'homme a créé ce système-là. Donc, comme je disais, l'homme a créé l'argent pour un transfert de valeur. La valeur, elle doit être créée avant d'être transférée. Donc, lorsque tu cherches de l'argent, pour que l'argent soit transféré à toi, tu dois créer de la valeur. Et la valeur, c'est quoi? La valeur, c'est quelque chose qui est apprécié d'autres personnes qui sont prêts à l'acquérir. Les habits sont importants. C'est pourquoi on achète des habits. C'est-à-dire que on prend notre argent, on donne à quelqu'un et cette personne nous remet ensuite un vêtement. Donc, avoir de l'argent est synonyme de création de valeur. Et comme je disais auparavant, on ne nous a pas appris comment créer de la valeur économique. Bâtir une entreprise, il y a une science derrière ça. Investir, il y a une science derrière ça. Budgétiser, il y a une chose derrière ça. Je ne sais pas par rapport à vous. Mais moi, j'ai appris à budgétiser lorsque je suis venu aux États-Unis en tant qu'adulte. J'ai appris à budgétiser quand je suis venu aux États-Unis en tant qu'adulte. Et il y avait des lacunes. Parce que quand je vivais avec mes parents, je n'ai jamais appris à budgétiser. Et il y a combien d'adultes aujourd'hui qui apprennent à budgétiser en étant grands? Il y en a combien? Quand je faisais mon cours de psychologie ici aux États-Unis, mon professeur, j'ai oublié son nom, il m'a dit qu'il avait un fils. Et son fils avait 5 ans. Il disait à son fils que ton argent, il y a 4 choses que tu dois faire avec ton argent. Premier, tu dois épargner. Deuxième, tu dois investir. Troisième, tu dois partager. Partager, aider les gens qui en ont besoin, faire des donations, aider les orphelins, les veuves, etc., etc. Et quatrième, tu dois, comme il était juif, tu dois donner, je crois, ils ont un mot, la dîme, c'est le synonyme de la dîme chez les chrétiens. Ils donnent la dîme à l'église. Et ça a 5 ans qu'il apprend ça à son fils. Est-ce que nous avons eu une conversation financière avec nos parents? Jamais. Nous n'avons jamais eu de conversation financière avec nos parents. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont financièrement inadéquats. Nous avons des lacunes. Nous sommes des adultes et en étant des adultes, on cherche comment créer de la valeur. On cherche comment avoir plus d'argent. On cherche comment, parce qu'on se rend compte qu'en tant qu'adulte,
80% de ta vie est autour des factures. Il faut qu'on soit honnête. Parce que tout ce que on ne payait pas quand on était jeune, comme le loyer, l'électricité, le courant, les factures du téléphone, Internet, quand tu deviens adulte, c'est ton devoir de le faire. C'est ton objectif de payer tes factures. Mais tu remarques que quand tu deviens adulte, pour payer ces factures et épargner, tu dois faire une certaine somme. Mais le système capitalistique fait en sorte que lorsque tu travailles, la somme qu'on te paye est juste assez pour payer tes factures. Ce n'est pas assez pour épargner, ce n'est pas assez pour investir. Et tu te retrouves dans un cercle vicieux où tu travailles juste pour payer tes factures et tu te demandes, est-ce que c'est la vie que tu vas vivre le reste de ta vie? Parce que la vie adulte, elle n'est pas une vie juste et elle est difficile. Je répète, la vie d'adulte, elle n'est pas juste et elle est difficile. C'est pourquoi je conseille toujours aux jeunes, si vous êtes jeune, appréciez votre jeunesse. N'essayez pas d'être adulte, parce que quand vous êtes adulte, vous devez être responsable financièrement. Parce que si vous n'êtes pas responsable financièrement, on va dire que vous n'êtes pas responsable du tout. Du tout. Je me rappelle lorsque la première fois je me suis mis à payer mes factures et j'ai pas pu payer une des factures parce que je n'avais pas d'argent. La compagnie m'a envoyé une lettre pour me dire que j'étais délinquant sur la facture. J'étais abasourdi par le mot qu'ils ont utilisé, délinquant. Moi qui ai reçu une bonne éducation depuis l'âge de 5 ans, ils me parlent d'être délinquant alors que ils savent que je travaille. Mais le système fait en sorte que si tu n'as pas certains diplômes, certaines qualifications, tu es payé moindre. Et parce que tu es payé moindre, tu as du mal à joindre les deux bouts. Et parce que tu as du mal à joindre les deux bouts, il y a certaines factures que tu ne vas pas payer à temps. Mais eux me parlent d'être délinquant. Donc ça m'a choqué. Je me suis rendu compte que, en tant qu'adulte, ton devoir, c'est d'être financièrement stable. Et pour être financièrement stable, tu dois développer des qualités depuis la jeunesse pour que ces qualités puissent te porter durant ton adulte, durant ton stage adulte. Donc, lorsque dans nos familles, on n'utilise pas la religion, on n'utilise pas la religion pour transformer la réalité, mais pour fuir la réalité, on est bloqué. Et il y a une pensée qui m'est venue à l'esprit. Prie comme si tout dépendait de Dieu, mais agis comme si tout dépendait de toi. Excusez-moi, il y a eu un petit bruit. Je disais, prie comme si tout dépendait de Dieu, mais agis comme si tout dépendait de toi. Et c'est le mindset que je voudrais que tu puisses avoir aujourd'hui. C'est si tu m'écoutes. Prie comme si tout dépendait de Dieu, mais agis comme si tout dépendait de toi. Parce que il y a beaucoup qui prient comme si tout dépendait de Dieu, mais ils attendent comme si tout dépendait des autres. Comme si tout dépendait de la tante, de la grande sœur, du frère, du cousin, de la petite sœur, etc., etc., du père, de la mère. Non. Tu dois agir comme si tout dépendait de toi.
Et c'est ce que j'ai compris ici quand je suis venu aux États-Unis. Parce que j'avais ce mindset-là où j'attendais. Parce que je me disais que les choses ne dépendaient pas de mes actions. Les choses dépendaient de Dieu, de mes parents, de mes amis. Et il a fallu que je vive certaines choses pour me rendre compte que tu dois prier comme si tout dépendait de Dieu, mais agir comme si tout dépendait de toi. Est-ce que quand tu te réveilles, tu fais tout ce qui est possible de faire pour changer ta situation? Parce que j'ai souvent l'impression que l'on choisit. Lorsque tu veux réaliser quelque chose, tu ne choisis pas ce que tu as envie de faire. C'est comme quand tu pars à l'école pour être ingénieur. On te dit voilà les types de classes que tu dois prendre, le nombre de classes que tu dois prendre. Mais toi, tu dis non. Moi, j'ai juste envie de prendre le français, l'anglais et étudier une fois par mois. Je serai ingénieur. Tu ne seras jamais ingénieur. Tu ne seras jamais ingénieur. Lorsque tu veux quelque chose, il y a des tâches, il y a des obligations qui sont liées à ce que tu veux. Est-ce que tu es prêt à faire ces tâches-là? Il y a beaucoup de jeunes qui ne le sont pas. Parce que moi aussi, je ne l'étais pas. Lorsque j'ai été en problème financier aux États-Unis, le premier boulot qu'on m'a proposé, c'est être déménageur. Je me suis dit non, être déménageur, non, il faut que je trouve autre chose. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas autre chose. Il y avait ça, il n'y avait que ça, être déménageur. Et j'ai dû accepter le fait que je dois faire ce que je peux faire et non choisir ce que j'ai envie de faire si je veux changer ma vie. Parce que si tu as cette mentalité-là de faire ce que tu as à faire, Dieu va te présenter des tâches, des occasions. Et parce que tu es obéissant, tu fais ce que tu as à faire, il va prendre ces tâches-là et ces obligations pour t'enlever de là où tu étais, qui est le puits ou l'enfer que tu vis, et te mettre dans un endroit qui est lui. Moi, lorsque j'ai accepté d'être déménageur, j'ai déménagé, je t'ai payé pas grand chose, 20-30 dollars par déménagement, et j'ai travaillé pendant 5-6 heures de temps. Ensuite, j'ai travaillé dans un supermarché. Ensuite, j'ai travaillé à McDonald's. J'ai fait tous les petits boulots nécessaires pour être dans un boulot qui est différent de ce que j'ai fait avant. Ce boulot-là, je suis dans la technologie, dans les sciences, etc., etc. Mais parce que je n'ai pas choisi ce que j'ai envie de faire, mais j'ai fait ce que je devais faire. J'ai pu quitter de ces situations où je n'avais rien pour être là où j'avais quelque chose. Parce que j'ai agi comme si tout dépendait de moi. Je n'ai pas choisi ce que j'ai voulu faire. J'ai fait ce qui a été présenté devant moi. Et ce qu'il faut faire, parce que si tu ne le fais pas, tu vas tomber dans un piège. Si tu te rends pas compte que la vie, ce n'est pas tu te réveilles un jour, tu n'as rien fait, ou tu deviens millionnaire. Ça existe, mais c'est une chance sur 1 million. Est-ce que tu vas compter sur une chance sur 1 million et c'est sur ça que tu vas baser ta vie? Non, je pense pas. La vie, elle est graduelle. Et si tu regardes la nature,
La nature va t'apprendre que toute chose importante prend du temps. L'arbre que tu vois aujourd'hui qui est grand a été planté 40 ans, 30 ans. Si tu t'assois et que tu regardes réellement, tu étudies réellement les gens qui sont devenus successful, tu vas remarquer que ça a pris du temps. Mais nous, en tant que spectateurs, on ne voit pas le temps que ça a pris, on ne voit que le résultat. Et parce qu'on ne voit que le résultat, on pense que les choses se font du jour au lendemain. Et c'est là où beaucoup de gens se perdent. Parce que pour beaucoup de jeunes Africains, ils tombent dans l'illusion de la célébrité et du succès rapide. Les jeunes Africains tombent dans l'illusion de la célébrité et du succès rapide. Quand on parle d'argent, pour les jeunes Africains, c'est je veux devenir rappeur, ou encore je serai un footballeur professionnel, ou un basketteur. C'était ça le plan. Moi, je pense que c'était aussi ça mon plan quand j'étais jeune. C'était ça mon plan. C'est être soit un rappeur ou soit un professionnel. Parce que quoi, dans notre tête, c'était, il suffit que je rappe. Il suffit que je m'entraîne un jour. Une grande équipe va m'appeler. Un jour, je vais faire le son qui va blow. Et j'aurai l'argent que je veux avoir. Et on se basait sur ce plan-là. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui se sont basées sur ce plan-là. Et certains n'ont pas réussi. Donc, c'était ça notre plan. C'était pas être ingénieur, être un entrepreneur, être un investisseur. Non, notre plan, c'était être une star. Parce qu'on se disait, si on est star, on aura de l'argent. Alors qu'on savait qu'il y a des chances, que les chances étaient très faibles pour être une star de musique ou de football. Les chances sont très faibles. Mais ça faisait moins peur que d'admettre qu'on n'avait aucun plan. Ça faisait moins peur que d'admettre qu'on n'avait aucun plan pour notre avenir. Parce que l'avenir que tu vas avoir nécessite un plan. Un plan que tu suis chaque année. Comme le cursus que tu suis pour être ingénieur, docteur, il y a un cursus que tu suis, il y a un plan précis que tu suis, il va te permettre d'être ingénieur ou docteur. Ta vie, si tu veux que ta vie ressemble à quelque chose, il y a un plan que tu dois écrire et que tu dois suivre. Et parce que la majorité des jeunes n'ont pas de plan, ne savent pas en créer, on se limite à rêver qu'un jour, on sera star. Un jour, on va briller comme une étoile, comme la Fouine chantait dans ses chansons, briller comme une étoile. Donc on a remplacé les stratégies par des fantasmes. On a remplacé les stratégies par des fantasmes et on appelle ça de l'espoir. De l'espoir. Donc, pourquoi on ne parle jamais d'argent? La vérité, c'est qu'on ne parle pas d'argent parce que on pense que c'est mal ou sale. On a honte d'en parler. On n'a jamais appris ce que c'est vraiment l'argent. On croit que parler d'argent, c'est de manquer d'humilité. Et parfois, on préfère ne pas savoir. Mais tant qu'on ne parle pas d'argent, on sera esclave du système. Tant qu'on ne parle pas d'argent, on sera esclave du système.
Je pensais que j'étais libre. Non, je pensais que quand j'étais jeune, je pensais qu'une fois que je serais adulte, je serais libre, je pourrais faire ce que je veux. Parce que quand j'étais avec les parents, il fallait demander la permission, etc., etc. Mais une fois que j'ai été adulte, quand je voulais sortir, je n'arrivais pas à sortir. Quand je voulais faire des courses, je n'arrivais pas à faire des courses. Quand je voulais m'évader, aller dans une autre ville, je n'arrivais pas. Pourquoi? Parce que j'avais pas d'argent. Nous sommes dans un système où tes activités sont dictées par tes aptitudes économiques. Aujourd'hui, je peux pas me dire que je vais aller en France ou à Dubaï. Pourquoi? Parce que même si j'ai envie d'aller à Dubaï ou en France, il me faut de l'argent pour concrétiser cette envie. Quand tu es un adulte, tes envies, excuse-moi du français, tes envies, on en a rien à foutre. Si tu n'as pas d'argent pour les concrétiser. Quand tu es adulte, personne ne va venir te dire, oh oui, tu veux venir aux États-Unis, tiens l'argent, va aux États-Unis. Non, quand tu es adulte, tu es responsable de ta vie. C'est ce que j'ai appris. Tu es responsable de ta vie. Et quand tu es un adulte, tes envies, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'envie. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas libre. Il y a des fois, les lundis, moi j'ai envie de me réveiller à 10h. J'arrive pas, pourquoi? Parce que pour me réveiller à 10h, je dois ne pas aller au boulot. Ça c'est un. Pour ne pas aller au boulot, ça veut dire que je n'aurai pas à payer mes factures, payer le loyer, payer l'électricité, payer l'essence, etc., etc. Donc ça veut dire que toute ma vie est dictée par ma capacité à générer de l'argent. C'est pourquoi je dois me réveiller à 6h chaque matin, parce que à 6h, je pars chercher de l'argent chez quelqu'un qui a construit une compagnie. Et avec cet argent, ça me permet d'avoir un toit, une maison, une voiture, des habits. Et parce que j'ai cette nécessité d'aller chercher de l'argent, je ne suis pas libre de faire ce que je veux. C'est pourquoi chaque matin, durant la semaine, je dois me réveiller à 6h et me pointer au boulot. Parce que je ne suis pas libre de ce système. Et pour être libre de ce système, il va te falloir de l'argent. Et pour avoir cet argent, tu dois apprendre comment être un entrepreneur, un investisseur et épargner. Sans ça, on sera toujours esclave parce qu'on a besoin d'argent. Je suis désolé, il faut qu'on comprenne ça de manière concrète. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Et parce que vous savez qu'on a besoin d'argent, vous devez déjà apprendre la valeur de l'argent à vos enfants. L'argent n'est pas mauvais, l'argent n'est pas mal. Mais il vaut mieux être maître de son argent qu'être esclave de son argent. Donc, quand tu deviens un adulte, tu penses que tu seras libre. Non, tu ne seras pas libre. Tu seras esclave du système directement. Parce que la nourriture que tu manges gratuitement chez tes parents, le lit où tu dors gratuitement, l'argent du taxi qu'on te donne, personne ne va te donner ça. Quand tu es un adulte, tu dois aller chercher. Et parce que tu dois aller chercher, tu dois te soumettre à une discipline. C'est pourquoi 90% des gens sur cette terre ont un boulot. 90% des gens sur cette terre travaillent. Parce que sans ça, tu t'en sortiras pas.
Et c'est pourquoi il est important de travailler, oui, mais de savoir comment investir, comment créer des entreprises pour sortir de ce système-là et aider des gens à sortir de ce système-là. Parce que tu ne veux pas juste travailler pour payer les factures et ensuite tu deviens vieux et ensuite tu meurs et on t'oublie comme si tu n'as rien fait. Tu ne veux pas ça. D'où l'importance de parler des finances dans la famille africaine. C'est important de parler des finances dans la famille africaine. C'est important parce que nous sommes prisonniers d'un système économique qu'on n'a pas créé. Et ça ne sert à rien de s'échapper de cette réalité-là. Il faut transformer cette réalité-là, mais cette transformation passe par la connaissance. Je crois dans la Bible, on dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il faut qu'on comprenne que ce système est un système économique. Ce système nous exploite et a toujours exploité le noir. L'esclavage, c'était pas juste parce que des gens n'aimaient pas les noirs, non. On a eu des esclaves pour aller travailler en Amérique. Et l'Amérique, grâce à ça, est devenue la première puissance au 19e siècle. On a pris les noirs pour travailler dans les colonies. C'est grâce à ça que la Grande-Bretagne et l'Europe s'est enrichie. Ce système qui a été créé est basé sur l'apport économique. Et il va falloir qu'on s'arme de connaissances pour pouvoir riposter et dire « Je ne veux plus être esclave de ce système ». Donc, comment briser le cycle? Comment on va changer ça? On va changer ça en commençant par parler avec honnêteté, sans honte, sans masque, de l'importance de l'argent et des effets néfastes lorsque on n'arrive pas à en avoir ou à gérer cet argent-là. Il faut qu'on apprenne, qu'on partage, que l'on questionne, qu'on apprenne les gens à questionner ce qu'ils voient, questionner les connaissances qu'on leur donne. Et pour nos enfants, il faut qu'on les apprenne à budgétiser, à les expliquer c'est quoi un crédit, une entreprise, comment créer, etc., etc. Et il faut qu'on arrête de glorifier uniquement des artistes et des footballeurs. Il faut aussi qu'on honore ceux qui bâtissent, les ingénieurs, les penseurs, ceux qui changent nos sociétés. Parce que la pauvreté n'est pas une vertu. La pauvreté n'est pas une vertu. Je le répète encore, la pauvreté n'est pas une vertu. C'est un piège. La pauvreté n'est pas une vertu, c'est un piège. Et un piège qu'on peut désamorcer si on ose en parler. Donc, c'est quoi ton défi? Je te lance un défi. Cette semaine, parle d'argent à quelqu'un. Ton meilleur ami, ton père, ta mère, ta tante. Parle d'argent à tes proches. Demande-les qu'est-ce qu'ils font pour avoir de l'argent. Demande-les si cet argent satisfait la qualité de leur vie. Essaie de savoir l'importance de l'argent dans leur vie. Pourquoi tu vas faire ça? Tu vas faire ça pour comprendre l'importance des finances et apprendre comment les autres planifient leurs économies. Donc, ce défi, je te le lance pour briser le silence, briser le cycle.
et construire ensemble une génération libre. Parce que moi, je suis fatigué de ce système-là où les autres sont bien, les autres travaillent et n'ont rien jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est pas un système que je veux pour moi, ma famille, mes amis, ma communauté, mon pays et mon Afrique. Allez, c'était le Hardy Chamber Podcast. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.